Margot Beaumont a tué sa mère pour 85 millions d'euros. Elle a plié le corps de Catherine, l'a compressé dans une valise Hermès Vintage, a pris un taxi sur la rue principale de Saint-Tropez. Le chauffeur ne savait pas qu'il transportait un cadavre dans son coffre. 4 heures plus tard, il l'a livré directement à la police. Un meurtre parfait qui s'est transformé en catastrophe totale. En moins de 4 heures. Saint-Tropez, août 1998. L'hôtel. Le Grand-Duc. Établissement 5 étoiles. Vue panoramique sur la Méditerranée. Chambres à 5000 francs la nuit. Catherine Beaumont. Laurent, 58 ans, était venu passer le week-end avec sa fille unique. Une fortune personnelle estimée à 85 millions d'euros. Veuve depuis 10 ans. Propriétaire d'un portefeuille immobilier impressionnant à Paris. Appartement dans le 16e arrondissement. Actions dans plusieurs entreprises. Compte bancaire bien garni. Margot Beaumont, 32 ans. Sa fille unique et seule héritière. Belle comme une actrice de cinéma. Élégante dans ses robes de créateur. Et complètement, absolument, désespérément ruinée. Margot devait 200 000 francs à des créanciers dangereux. Pas des banques, avec leurs procédures légales confortables. Non, des gens qui ne plaisantaient pas avec les dettes impayées. Des gens qui envoyaient des hommes pour collecter ce qui leur était dû. 3 semaines plus tôt, elle avait appelé sa mère. Elle avait supplié. Elle avait pleuré. Elle avait expliqué la situation désespérée dans laquelle elle se trouvait. Catherine avait refusé catégoriquement. « Tu as 32 ans, Margot. Tu dois apprendre à vivre selon tes moyens. Je ne paierai plus tes dettes. C'est terminé. Cette fois, c'est vraiment terminé. » Ces mots avaient scellé le destin de Catherine. Elle ne le savait pas encore, car Margot avait déjà commencé à élaborer une solution alternative. Une solution définitive. Une solution qui garantirait qu'elle n'aurait plus jamais besoin de demander de l'argent à sa mère. Elle n'était pas venue seule à Saint-Tropez ce week-end d'Ao. Elle avait amené quelqu'un avec elle. Malik Ferreira, son petit ami depuis 6 mois. 28 ans, beau comme un mannequin. Charmeur avec son accent portugais léger. Musculature impressionnante. Sourire désarmant. Et surtout, absolument prêt à tout pour de l'argent. Le plan qu'ils avaient élaboré ensemble semblait simple dans sa conception. Tuer Catherine pendant le week-end à Saint-Tropez. Faire croire à un cambriolage qui avait mal tourné. Hériter des 85 millions selon le testament existant. Partir ensemble vers une nouvelle vie quelque part en Amérique du Sud. Vivre confortablement pour le reste de leurs jours. Simple, logique, infaillible. Sauf que rien, absolument rien, ne s'est déroulé comme ils l'avaient imaginé. Vendredi 21 août, 19h précise. Arrivée à l'hôtel Le Grand-Duc. Catherine avait réservé la suite présidentielle pour le week-end. 3 pièces spacieuses. Salon avec vue panoramique, terrasse privée donnant sur la mer, chambre principale avec lit king size. Margot et Malik occupèrent la chambre adjacente communicante. Plus petite, mais confortable. Assez proche pour entendre tout ce qui se passait dans la suite principale. Le vendredi soir s'était déroulé sans incident particulier. Dîner léger au restaurant de l'hôtel. Conversation polie entre mère et fille. Catherine était de bonne humeur. Elle appréciait l'atmosphère de Saint-Tropez en août. Les gens élégants, les yachts dans le port, le soleil méditerranéen. Samedi, journée complète passée à la plage. Catherine louait un transat dans l'un des clubs privés les plus exclusifs. Déjeuner de poissons grillés et rosé de Provence. L'après-midi s'écoula paisiblement. Catherine ne se doutait absolument de rien. Elle pensait sincèrement que ce week-end représentait une occasion de se rapprocher de sa fille, de reconstruire leur relation qui s'était détériorée ces dernières années. Elle se trompait complètement. Samedi soir, 21h, dîner au restaurant gastronomique de l'hôtel. Catherine avait beaucoup bu ce soir-là, beaucoup trop. Du vin blanc de Bourgogne, bouteille après bouteille. Elle essayait d'oublier la tension qu'elle ressentait, la dispute téléphonique de 3 semaines auparavant, le refus d'argent qui avait provoqué des accusations terribles de la part de Margot. À 21h30, ils remontèrent tous les 3 à la suite. Catherine titubait légèrement. La combinaison du vin, de la chaleur estivale et de la fatigue émotionnelle la rendait particulièrement vulnérable. Elle entra dans sa chambre, se laissa tomber sur le lit, tout habillée. Elle voulait juste fermer les yeux quelques minutes avant de se déshabiller proprement. Margot et Malik restèrent dans le salon de la suite, assis sur le canapé en cuir blanc, attendant, écoutant attentivement, guettant le moment, parfait pour agir. Elle va s'endormir profondément,
chuchota Margot à l'oreille de Malik. Elle a bu presque 2 bouteilles entières. Dans 20 minutes maximum, elle sera complètement inconsciente. Ce sera le moment. Mais le plan soigneusement élaboré changea brusquement de direction. À 21h37 précise, Catherine ressortit soudainement de sa chambre. Ses yeux étaient rouges, pas de fatigue, de colère. Son visage habituellement doux était devenu dur, déterminé. Quelque chose s'était cristallisé dans son esprit pendant ces 7 minutes dans la chambre. « Je veux que tu partes immédiatement », dit-elle à Malik d'une voix tremblante de rage contenue. « Maintenant, tout de suite, sors de cette suite, ou j'appelle la sécurité de l'hôtel. » Malik se leva lentement du canapé. Il regarda Margot, question silencieuse dans ses yeux. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend comme prévu? On change de stratégie ?» Margot hocha la tête. Un mouvement imperceptible, presque invisible. Mais Malik comprit parfaitement. C'était le signal qu'ils avaient convenu. Ce qui suivit dura exactement 28 minutes selon l'horloge digitale de la suite. Les détails exacts de ces 28 minutes ne seront jamais complètement connus. Ni Margot ni Malik n'ont jamais raconté précisément ce qui s'est passé. Les experts médico-légaux ont pu reconstituer certains éléments à partir des blessures sur le corps. Mais quand tout fut terminé, quand le silence retomba dans la suite présidentielle, Catherine Beaumont-Laurent était morte. 21h43. Catherine ne respirait plus. Son corps gisait sur le marbre froid du salon. Immobile. Définitivement immobile. Le silence dans la suite était assourdissant. Juste le bourdonnement constant du climatiseur. Le murmure lointain des vagues se brisant contre la plage en contrebas. Les rires étouffés de touristes dans les couloirs de l'hôtel. Margot regardait le corps de sa mère étendu sur le sol, sans pleurer, sans trembler, avec une sorte de détachement glacial qui glaçait même Malik, malgré sa participation active à l'acte. « On doit la mettre quelque part », dit-elle finalement d'une voix plate et mécanique. « On ne peut pas la laisser comme ça sur le sol. Il faut qu'elle disparaisse, complètement. »« La valise », répondit Malik, après quelques secondes de réflexion. « La grande valise dans ton placard, celle que ta mère a achetée à Paris. » Ils allèrent chercher la valise Hermès dans le dressing de la chambre de Margot, pièce vintage magnifique, achetée par Catherine 3 semaines auparavant lors d'une vente aux enchères prestigieuses chez Drouot à Paris. 2000 francs. Prix raisonnable pour une pièce authentique des années 60. Cuir cognac magnifiquement patiné par le temps. Fermoir doré qui fonctionnait encore parfaitement. Initiales CB gravées élégamment sur le côté. Catherine adorait cette valise. Elle l'avait montrée fièrement à Margot le jour de l'achat. Elle prévoyait de l'utiliser pour tous ses futurs voyages. Elle ne savait pas quel deviendrait son cercueil. Ils étalèrent la valise au sol du salon, à côté du corps de Catherine. Ils l'ouvrirent complètement. Elle était impressionnante en termes de dimension. Grande, spacieuse, conçue pour transporter les garde-robes élaborés des voyageurs fortunés des décennies passées. Mais pas assez grande pour un corps humain adulte de 58 kilos. Pas si on voulait garder le corps intact dans sa forme naturelle. « Il faut la plier », dit Malik d'une voix tendue. « Casser les articulations, forcer les membres, pour qu'elle rentre dans l'espace disponible. » Ce qui suivit fut purement mécanique, méthodique, horrible dans sa banalité technique. Ils plièrent les genoux de Catherine vers l'arrière, bien au-delà de l'angle naturel, jusqu'à ce que quelque chose craque. Ils croisèrent ses bras fermement sur sa poitrine, compressèrent le torse, forcèrent. Le corps résistait. Rigidité cadavérique, commençant déjà à s'installer. Ils insistèrent davantage. Margot prit le temps d'enlever tous les bijoux que portait sa mère. Le bracelet en or blanc serti de diamants, les boucles d'oreilles Van Cleef que Catherine adorait, la montre Cartier que son défunt mari lui avait offerte pour leur 20e anniversaire, les 3 bagues précieuses. Elle mit soigneusement tout dans son propre sac à main. Pour faire croire à un vol, expliqua-t-elle calmement à Malik. Si jamais on retrouve le corps, ça ressemblera à un cambriolage qui a mal tourné. Puis ils tentèrent de fermer la valise. La fermeture éclair résista vigoureusement. Le contenu était trop volumineux, trop dense. Malik et Margot appuyèrent ensemble de tout leur poids sur le couvercle, forçant, transpirant dans l'air climatisé. La fermeture céda finalement, pas complètement, juste à moitié, mais suffisamment pour que la valise soit transportable, sans que son contenu ne soit immédiatement visible. Maintenant, il faut la sortir. D'ici, dit Margot en regardant l'horloge digitale. 22h10. Les couloirs sont encore relativement actifs. On attend encore quelques minutes.
Ils attendirent dans un silence tendu jusqu'à 22h17. Les bruits dans les couloirs de l'hôtel avaient diminué considérablement. La plupart des clients étaient soit sortis pour la soirée, soit déjà couchés après une longue journée au soleil. Malik souleva la valise. Son visage grimaça immédiatement. Elle était incroyablement lourde. 60 kilos au moins. Peut-être 65 avec le poids du cuir épais de la valise vintage. Margot ouvrit prudemment la porte de la suite. Regarda attentivement à gauche, puis à droite. Les couloirs étaient complètement déserts. Pas un client, pas un membre du personnel. Ils prirent l'ascenseur de service au bout du couloir, descendirent directement au sous-sol de l'hôtel, sortirent par la porte de livraison qui donnait sur la ruelle étroite derrière le bâtiment. Ils marchèrent rapidement pendant 200 mètres à travers les ruelles sombres jusqu'à atteindre la rue principale du port de Saint-Tropez. Margot héla un taxi qui passait justement. Peugeot 505 blanche fatiguée. Au volant, un vieux monsieur d'environ 70 ans, cheveux gris, moustache fournie, air bienveillant. « Où allez-vous ce soir ?» demanda-t-il poliment, en remarquant la valise énorme que transportait Malik. « À la gare », répondit Margot avec son sourire le plus charmant et naturel. « On doit rentrer à Paris en urgence. Problème familial grave malheureusement. » Le chauffeur descendit courtoisement de son véhicule, ouvrit le coffre. Malik y déposa la valise avec un soulagement visible. Le chauffeur fronça légèrement les sourcils en touchant la valise. « Elle est particulièrement lourde, votre valise. Qu'est-ce qu'il y a dedans si c'est pas indiscret ? Des livres principalement, mentit Malik sans hésitation. Et des vêtements. Ma copine a la manie de prendre beaucoup trop de choses quand elle voyage. » Le chauffeur rit sympathiquement. « Ah, les femmes, elles ne savent jamais voyager léger. Ma propre épouse est exactement pareille. » Margot et Malik montèrent à l'arrière du taxi. Le chauffeur démarra, roula tranquillement pendant environ 5 minutes en direction de la gare. Puis, Margot se pencha soudainement vers l'avant. « Finalement, on a changé d'avis. Pourriez-vous nous déposer ici ? On va prendre un dernier verre avant le train. On a largement le temps. » Le taxi s'arrêta devant un bar encore ouvert. Terrasse bondée de touristes profitant de la douceur de la nuit méditerranéenne. Malik paya la course. 40 francs exactement. « Vous voulez que je sorte la valise du coffre pour vous ?» demanda obligeamment le chauffeur. « Non, non, » dit Margot précipitamment. Trop précipitamment peut-être. « On revient dans 5 minutes. Le temps de boire quelque chose rapidement. Laissez-la dans le coffre. On ne va pas s'encombrer avec. » Le chauffeur haussa les épaules. « Comme vous voulez, mais je peux pas rester garé ici indéfiniment non plus. On revient tout de suite, promis, » assura Malik avec son sourire charmeur. Ils descendirent du taxi. Entrèrent dans le bar bondé, se frayèrent un chemin à travers la foule de touristes, attendirent que le chauffeur détourne son attention vers autre chose, puis ressortirent discrètement par la porte arrière qui donnait sur une ruelle parallèle, coururent dans l'obscurité des petites rues, disparurent, complètement dans la nuit chaude de Saint-Tropez. Le chauffeur de taxi attendit patiemment. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, personne ne revenait. Il finit par sortir de son véhicule. Entra dans le bar bruyant. « Vous avez vu le jeune couple qui était avec moi ?» demanda-t-il au barman débordé. Le barman secoua la tête négativement. « J'ai vu personne en particulier. Il y a trop de monde ce soir. » Le chauffeur ressortit. Regarda partout autour de lui. Rien. Ils avaient complètement disparu. La valise restait seule dans son coffre. « Merde alors !» jura-t-il avec frustration. Des touristes qui partent sans payer correctement et qui oublient leurs bagages. Ça lui arrivait peut-être 2 fois par été. Toujours désagréable. Il prit une décision rapide. Il roula directement jusqu'au commissariat de gendarmerie de Saint-Tropez, rue Général Allard. S'arrêta devant le bâtiment officiel. Il entra, expliqua la situation aux gendarmes de permanence derrière son bureau. « J'ai une valise abandonnée, par des clients qui se sont enfuis sans la récupérer. Je sais pas trop quoi en faire. Laissez-la ici dans le coin, » dit le gendarme sans grand intérêt particulier. « On essaiera de retrouver les propriétaires éventuellement. Vous avez leur nom par hasard ? » Non, malheureusement. Juste un jeune couple. La fille était particulièrement chic, bien habillée, robe d'été élégante. Le gendarme nota quelques informations sommaires dans son cahier. Le chauffeur repartit, soulagé d'avoir déchargé ce problème embarrassant. Il ne savait absolument pas qu'il venait de livrer un cadavre directement à la police. Le gendarme de permanence laissa la valise Hermès dans le coin de la pièce. Il finirait son service dans environ 2 heures. Quelqu'un d'autre s'en occuperait le lendemain matin pendant les heures de bureau. Mais à 4h23 du matin précisément, un autre gendarme arriva pour la relève de nuit. Plus jeune,
plus attentif aux détails. Il remarqua immédiatement la valise. Puis il remarqua le liquide sombre qui suintait lentement par le coin mal fermé de la fermeture éclair. Il s'approcha prudemment, se pencha, sentit une odeur, étrange, métallique, organique, profondément dérangeante. Il ouvrit la fermeture éclair avec précaution. Ce qu'il découvrit le fit reculer violemment d'horreur pure. 5 heures du matin. Toute la gendarmerie de Saint-Tropez était en état d'alerte maximale. Le commissaire Dutheil avait été réveillé chez lui. La police scientifique était en route depuis Toulon. La valise Hermès fut minutieusement photographiée sous tous les angles. Chaque détail documenté. Le corps fut délicatement extrait et identifié. Catherine Beaumont-Laurent, 58 ans, résidente de Paris, portée disparue par la direction de l'hôtel Le Grand-Duc à 7 heures du matin quand la femme de chambre était entrée dans la suite. La suite présidentielle était en désordre visible. Des signes évidents de lutte. Du sang séché sur le marbre blanc du salon. Mais aucun corps sur place. Jusqu'à maintenant, les initiales gravées sur la valise étaient parfaitement claires. CB, Catherine Beaumont. Sa propre valise vintage, achetée avec fierté 3 semaines plus tôt, était devenue son cercueil. La police lança immédiatement une recherche pour Margot Beaumont et son petit ami, pas particulièrement difficile à localiser. À 8h30 du matin, ils étaient revenus à l'hôtel, comme si absolument rien ne s'était passé. Comportement normal, presque trop normal. Margot portait des lunettes de soleil malgré l'heure matinale, un grand chapeau de paille. Tentative pathétique de paraître décontractée et innocente. « Où est votre mère ?» demanda directement le commissaire Dutheil. « Je ne sais pas », répondit Margot d'une voix qu'elle espérait inquiète. Elle n'était pas dans sa chambre ce matin quand je me suis réveillée. J'étais tellement inquiète que je suis revenue voir si elle était rentrée. Et hier soir, qu'avez-vous fait exactement? On a dîné ensemble tous les 3 au restaurant. Puis maman est allée se coucher vers 22h. Moi, je suis sortie avec mon petit ami. On est rentré assez tard. Vers 2h du matin, peut-être. Vous êtes allé où, précisément? En boîte de nuit. Je ne me souviens plus exactement du nom, malheureusement. Le commissaire Dutheil ne la crut pas une seule seconde. Nous avons retrouvé le corps de votre mère, dans une valise, abandonnée dans notre commissariat cette nuit. Le visage soigneusement composé de Margot se décomposa instantanément. Toute la façade d'innocence s'effondra d'un seul coup. Je ne comprends absolument pas ce que vous dites. Le chauffeur de taxi vous a formellement identifié tous les deux. Il vous a vu mettre une grosse valise dans son coffre hier soir. Il vous a conduit. Puis vous êtes parti en laissant la valise dans son véhicule. C'est complètement impossible. On n'a pris aucun taxi hier soir. Il vous a décrit avec une précision parfaite. La A, jeune femme élégante en robe d'été blanche. Le jeune homme bronzé et musclé. La valise en cuir cognac avec les initiales CB clairement visibles. Margot s'effondra complètement. Sanglots hystériques. Tout le contrôle perdu. Malik fut arrêté simultanément dans le hall de l'hôtel. Il n'opposa aucune résistance physique. L'interrogatoire dura des heures interminables dans les locaux étouffants de la gendarmerie. Finalement, vers 15h, Malik craqua complètement. Raconta absolument tout dans les moindres détails. Le plan élaboré pendant des semaines. La dispute inattendue, le meurtre improvisé, la valise, le taxi, l'abandon. C'était entièrement son idée depuis le début, dit-il en parlant de Margot, essayant pathétiquement de minimiser sa propre culpabilité. Elle voulait désespérément cet argent. Elle répétait constamment que sa mère vivrait encore 30 ou 40 ans facilement, qu'elle ne pouvait absolument pas attendre aussi longtemps. Margot essaya désespérément de tout, nier pendant plusieurs heures, puis de rejeter l'entière responsabilité sur Malik. Puis finalement, épuisée, elle avoua également. « Je voulais juste être libre », sanglota-t-elle pathétiquement. Libre de vivre ma propre vie sans constamment dépendre d'elle financièrement, sans devoir mendier comme une enfant chaque fois que j'avais besoin d'argent. Le procès eut lieu en septembre 1999, presque exactement 1 an après les faits tragiques. Le verdict fut sans surprise aucune. Coupable, meurtre avec préméditation caractérisée. Margot Beaumont, réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 22 ans minimum. Malik Ferreira, 20 ans de prison ferme. La valise Hermès devint officiellement pièce à conviction numéro 98-2341 dans les archives judiciaires, exposée pendant tout le procès, photographiée par absolument tous les journaux nationaux. Cette
Magnifique valise de luxe, symbole parfait d'élégance et de richesse, de bon goût et de raffinement, transformée en symbole horrible de cupidité, de trahison, de violence familiale. Aujourd'hui, Margot Beaumont purge toujours sa peine à la prison pour femme de reine. Elle a 58 ans maintenant, exactement l'âge qu'avait sa mère quand elle l'a assassinée. Elle n'a jamais touché un seul centime de l'héritage convoité. La loi française est parfaitement claire sur ce point. Les meurtriers ne peuvent absolument pas hériter de leurs victimes. Les 85 millions d'euros, donnés intégralement à des œuvres de charité diverses, conformément aux dispositions secondaires du testament de Catherine. Malik Ferreira est sorti de prison en 2019, après avoir purgé l'intégralité de sa peine de 20 ans. Il vit quelque part en Espagne désormais. Il n'a jamais accepté aucune interview, n'a jamais parlé publiquement de cette affaire. La valise Hermès est toujours conservée au dépôt des pièces à conviction du tribunal de grande instance de Draguignan, dans un entrepôt sombre et poussiéreux, emballé sous plastique épais, étiqueté avec soin, essentiellement oublié. Personne ne sait vraiment ce qu'elle deviendra éventuellement. Peut-être qu'un jour elle sera détruite selon les procédures standards, ou vendue aux enchères pour collectionneurs morbides, ou exposée dans un musée consacré aux crimes célèbres. Mais son histoire restera certainement. L'histoire d'un meurtre commis pour 85 millions d'euros. L'histoire d'une fille qui a tué sa propre mère pour de l'argent qu'elle n'a finalement jamais touché. L'histoire d'une valise de luxe qui est devenue un cercueil improvisé. Et surtout, l'histoire d'une erreur fatale monumentale. Car si Margot et Malik avaient simplement gardé la valise avec eux, s'ils l'avaient jetée discrètement dans la Méditerranée depuis un endroit isolé, ou brûlée complètement dans une zone déserte, ou enterrée profondément dans les collines, ils seraient probablement encore libres aujourd'hui, vivant confortablement sur les 85 millions hérités. Mais ils ont choisi le plan stupide d'abandonner la valise dans un taxi, espérant naïvement que le chauffeur s'en débarrasserait discrètement quelque part, sans poser de questions. Et ce chauffeur honnête a fait exactement ce qu'un citoyen responsable devait faire. Il l'a apporté directement à la police. Parfois, les meurtres qui semblent parfaits échouent pour les raisons les plus incroyablement stupides. Une valise trop lourde pour être transportée facilement. Un chauffeur de taxi fondamentalement honnête. Une décision prise en 4 secondes qui détruit toute une vie. Et au final, 3 vies complètement détruites. Catherine, assassinée brutalement pour son argent par sa propre fille. Margot, emprisonnée à perpétuité pour des millions qu'elle ne touchera absolument jamais. Malik, 20 années de sa vie échangées contre un rêve de richesse qui n'a existé que dans leur imagination cupide. Tout ça pourquoi exactement? Pour une valise Hermès abandonnée dans un taxi à Saint-Tropez. Pour 85 millions d'euros qui n'ont finalement servi à rien. Pour un plan qui a semblé parfait pendant exactement 3 heures et 42 minutes. L'affaire Beaumont-Laurent nous rappelle une vérité fondamentale, mais brutale. L'argent ne vaut jamais une vie humaine. Même 85 millions d'euros. Même une fortune colossale. Car au final, Margot Beaumont a absolument tout perdu. Sa liberté, son avenir, sa dignité, sa mère. Et pourquoi? Pour une valise Hermès abandonnée stupidement dans un taxi. Pour un chauffeur honnête qui a fait exactement ce qu'il fallait. Pour un crime qui semblait parfait et qui s'est transformé en catastrophe totale. Certains crimes qui semblent parfaits ne le restent jamais très longtemps, parce qu'il suffit d'un seul détail imprévu, d'une seule erreur minuscule, d'un chauffeur de taxi fondamentalement honnête, et absolument tout s'effondre complètement.